À 4 heures du matin, le portable sécurisé se mit à vibrer. À cet instant précis, absolument personne n'aurait pu deviner que les 72 heures suivantes allaient secouer les chancelleries, bousculer les calculs militaires et déplacer pour longtemps la ligne de force entre Paris et Moscou. Dans le silence pesant du bureau, Sébastien Lecornu décrocha. « Monsieur le ministre ?» La voix du général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, n'avait plus rien de protocolaire. Elle était sèche comprimée comme si chaque mot devait être pesé avant d'être prononcé. Nos services viennent de capter un échange provenant du Kremlin. Dans 2 heures, Poutine s'exprimera publiquement. Et cette déclaration vous vise personnellement. Lecornu resta muet. Quelques secondes seulement, mais assez longues pour que la tension s'installe. Ses doigts commencèrent à frapper doucement le plateau de son bureau en chêne. Ce réflexe discret que seuls ceux qui travaillaient près de lui savaient reconnaître. Le général reprit plus grave encore. « Il y est question de menaces contre vous, contre la France et contre notre soutien militaire à l'Ukraine. Cette fois, Sébastien, ce n'est pas du théâtre. » 2 heures après cet appel à Moscou, Vladimir Poutine apparut sur les écrans de toutes les chaînes russes. Costume noir, visage fermé, yeux glacés, cette mise en scène du pouvoir qu'il avait poli pendant un quart de siècle jusqu'à en faire une seconde peau. Pourtant, ce matin-là, derrière l'assurance habituelle, quelque chose sonnait autrement. Une crispation presque invisible, une irritation contenue, une faille minuscule mais impossible à ignorer. La France, commença-t-il en russe d'un ton délibérément lent, et son ministre des Armées, ce Sébastien Lecornu, croit ne pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à Kiev. Ils forment des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis vint la menace claire et directe. Je dis à Monsieur Lecornu, la Russie n'oublie jamais. Chaque obus, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé. La France joue un jeu dangereux, très dangereux. Les analystes du monde entier se penchèrent immédiatement sur ce discours. Il était rare que Poutine nommât directement un ministre étranger. Cela signifiait quelque chose. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. Macron Lecornu, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, les chefs des services de renseignement. L'atmosphère était électrique. « Il essaie de t'isoler », dit Macron regardant Lecornu. « Te faire passer pour l'homme qui met de la France en danger, c'est une tactique classique du Comité pour la sécurité de l'État. » Lecornu hocha la tête. « Je sais, mais il a commis une erreur. Il m'a sous-estimé. Il pense que je vais me taire, m'excuser, ralentir notre aide à l'Ukraine. Il se trompe complètement. » Catherine Colonna intervint. « Sébastien réfléchit bien, une escalade verbale avec Poutine peut avoir des conséquences. Il a des moyens de nuire cyberattaques, désinformation, provocation militaire. » Lecornu se leva, marcha vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Ses yeux fixaient l'Ukraine, ce pays déchiré par 3 ans de guerre brutale. « Catherine, avec tout le respect que je te dois. C'est exactement cette peur qui a permis à Poutine de faire ce qu'il veut depuis des années. La Géorgie en 2008, on avait peur. La Crimée en 2014, on avait peur. Le Donbass, peur. Maintenant, toute l'Ukraine, à quel moment arrête-t-on d'avoir peur? » Le silence tomba sur la pièce. Macron observait son ministre des Armées avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il connaissait Lecornu. Depuis longtemps, il savait que lorsqu'il prenait cette posture, rien ne pourrait le faire changer d'avis. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda le président. Une réponse pas diplomatique, pas politique, militaire, concrète, immédiate. Nous avons promis 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour 2024. Je propose de doubler ce montant 6 milliards et de l'annoncer publiquement dans les 48 heures, en réponse directe aux menaces de Poutine. L'un des conseillers s'étouffa presque. « Sébastien, c'est de la folie. Le budget de la défense ne peut pas absorber cela. » « S'il le peut. J'ai fait les calculs cette nuit. Nous utilisons les intérêts des avoirs russes gelés comme nous l'avons déjà commencé. Nous accélérons les livraisons de matériel ancien de l'armée de terre qui doit être remplacé de toute façon et nous augmentons les commandes à notre industrie d'armement, ce qui crée des emplois en France. » Macron réfléchissait. Ses doigts formaient une pyramide devant son visage. « C'est risqué. »« C'est nécessaire, » répliqua Lecornu. Poutine croit qu'il peut nous intimider parce qu'il pense que nous sommes comme les autres Européens divisés, hésitants, faibles. Il faut lui montrer qu'il ne se trompe pas avec des mots, avec des actes.
Le président prit sa décision. D'accord, mais tu le gères personnellement. Pas de fuite, préparation totale. Et quand tu l'annonces, cela doit être parfait, inattaquable. Pendant les 36 heures suivantes, le Cornu ne dormit pratiquement pas. Il était dans ce qu'on appelait au ministère des Armées son mode guerre, concentration totale, délégation, zéro contrôle absolu de chaque détail. Son équipe travaillait. Il devait préparer 3 choses simultanément. Premièrement, la liste exacte de l'équipement militaire qui serait envoyé à l'Ukraine. Deuxièmement, le plan de financement qui prouverait que c'était réalisable sans déstabiliser le budget de la France. Troisièmement, la stratégie de communication qui transformerait la menace de Poutine en une victoire française. À 23h30 la veille de l'annonce prévue, le Cornu reçut un appel de Bruno Le Maire, son ancien mentor politique. « Sébastien, j'ai entendu des rumeurs. Dis-moi que tu ne vas pas faire ce que je pense que tu vas faire. Bruno, tu sais que je ne peux pas discuter des opérations en cours. Ce n'est pas une opération, c'est du suicide politique. Défier Poutine publiquement. Tu sais ce qu'il fait à ses ennemis. » Le Cornu resta silencieux un moment, puis d'une voix calme mais ferme. « Bruno, tu m'as appris quelque chose quand j'avais 19 ans et que je travaillais comme assistant parlementaire. Tu m'as dit, en politique, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent. Les premiers font carrière, les seconds font l'histoire. Je choisis l'histoire. » Le lendemain matin, 9h, journalistes français, européens, américains. Même quelques journalistes russes de médias indépendants en exil. L'atmosphère était tendue. Tout le monde savait qu'une annonce majeure allait être faite. Le ministre monta au pupitre. Pas de notes, pas de prompteur, juste lui et sa détermination. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix résonnant clairement dans le silence absolu. « Il y a 48 heures, le président de la Fédération de Russie a prononcé mon nom. Il a proféré des menaces contre la France et contre moi personnellement. Je suis ici aujourd'hui pour lui répondre. » Les journalistes se penchèrent en avant. C'était sans précédent, un ministre français répondait directement publiquement à Vladimir Poutine. Monsieur Poutine croit que les menaces fonctionnent, qu'elles font peur, qu'elles paralysent. Il se trompe. Chaque menace de la Russie ne fera qu'augmenter notre détermination à aider l'Ukraine. Il fit une pause, laissant ces mots résonner. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que la France double son aide militaire à l'Ukraine. De 3 milliards d'euros, nous passons à 6 milliards d'euros pour 2024. Le choc parcourut la salle. Des murmures, des exclamations étouffées. Cette aide comprendra 518 nouveaux canons César, plus que tout le parc de l'armée française, plusieurs milliers de munitions de 155 mm, des drones de surveillance français, des missiles Scalp, des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés, et surtout la formation continue de milliers de soldats ukrainiens sur le sol français. Le Cornu s'arrêta, but une gorgée d'eau, puis continua avec une intensité accrue. « Monsieur Poutine, vous avez dit que la Russie n'oublie jamais. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose que vous semblez avoir oublié. La France non plus n'oublie pas. Nous n'oublions pas 1812 quand vos ancêtres ont combattu Napoléon non pas par idéologie mais pour leur survie. Nous n'oublions pas 1914-1918 quand la Russie était notre allié contre l'impérialisme allemand. Nous n'oublions pas 1944 quand les soldats soviétiques ont contribué à libérer l'Europe du nazisme. Sa voix devint plus dure. Mais nous n'oublions pas non plus Budapest-Vilnius et 1980. Le silence dans la salle était maintenant total. Certains journalistes avaient cessé de prendre des notes hypnotisés par ce moment historique. Vous pensez que nommer un ministre français proférer des menaces va nous intimider? Vous vous trompez gravement. Chaque menace que vous prononcez sera convertie en aide supplémentaire pour l'Ukraine. Chaque tentative d'intimidation ne fera qu'augmenter notre résolution. Le Cornu se pencha légèrement vers les microphones. Et je vous le dis clairement pour que vous n'ayez aucun doute, la France ne reculera pas. Pas d'un centimètre, pas d'un euro, pas d'une arme. Vous voulez un rapport de force. Le voici. Notre industrie de défense produit maintenant des Césars en série plus que notre propre armée n'en possède. Nous pouvons produire des dizaines de milliers d'obus par mois. Nos usines tournent 24 heures sur 24. C'est cela l'économie de guerre européenne et elle ne fait que commencer. Il conclut, alors Monsieur Poutine,
Si vous pensez que menacer un ministre français va changer quoi que ce soit, vous venez de comprendre votre erreur. Vous n'avez pas affaibli notre résolution, vous l'avez renforcée. Merci. La salle explosa, les questions fusèrent de partout, mais Lecornu ne prit aucune question. Il quitta le pupitre, laissant ses mots résonner. En moins de 30 minutes, son discours faisait le tour du monde. La déclaration de guerre de Lecornu à Poutine, titrait Le Figaro. Un ministre français défie ouvertement Moscou, annonçait CNN. Lecornu à Poutine, chaque menace est plus d'armes pour l'Ukraine, résumait Reuters. Mais la vraie question était comment Poutine allait-il réagir? La réponse vint plus vite que prévu. 6 heures après le discours de Lecornu, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, convoqua une conférence de presse d'urgence à Moscou. Les déclarations irresponsables du ministre français Lecornu sont une provocation inacceptable, dit Peskov visiblement agité. La Russie prendra des mesures appropriées pour protéger ses intérêts. Mais quelque chose avait changé dans le ton. Ce n'était plus de l'arrogance, c'était de la défensive. Les analystes le remarquèrent immédiatement. Poutine a perdu cette manche, écrivit un expert en géopolitique. Lecornu avait fait quelque chose que peu de dirigeants occidentaux avaient osé répondre à la menace par l'escalade, forçant Poutine à reculer ou à risquer une confrontation réelle qu'il ne pouvait pas se permettre. Les 48 heures suivantes furent critiques à Paris. L'équipe de Lecornu surveillait chaque mouvement russe. Cyberattaque, aucune augmentation significative. Provocation militaire, rien d'inhabituel. Campagne de désinformation étonnamment modérée. Poutine, le maître de l'intimidation, semblait silencieux. « Il ne sait pas comment réagir », dit le général Burkhard à Lecornu lors d'un briefing sécurisé. « Tu as fait quelque chose qu'il n'attendait pas. Tu as transformé sa menace en opportunité. Maintenant, s'il escalade, il confirme ta narration selon laquelle chaque menace russe augmente l'aide occidentale. S'il ne fait rien, il paraît faible. » Mais le vrai choc vint d'une direction inattendue. 12 heures après le discours de Lecornu, l'Allemagne annonça qu'elle augmentait son aide militaire à l'Ukraine de 2 milliards d'euros, puis la Pologne d'1,5 milliard supplémentaires, le Royaume-Uni, d'1 milliard les Pays-Bas de 500 millions. En une semaine, l'effet domino déclenché par la réponse de Lecornu avait généré plus de 12 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Poutine avait voulu isoler la France. Il avait réussi à unir l'Europe. À Kiev, le président Zelensky convoqua une conférence de presse. « Je veux remercier personnellement le ministre Lecornu », dit-il, la voix chargée d'émotion. Il a montré que le courage n'est pas mort en Europe, que face aux tyrans, il y a encore des leaders prêts à se tenir debout. Mais tous les regards étaient tournés vers une question: comment Macron gérait-il cette situation? Son ministre des Armées venait de défier directement Poutine, créant une onde de choc géopolitique. Certains conseillers de l'Élysée étaient furieux. « Lecornu a outrepassé ses fonctions », murmurait-il. « Il a créé une crise diplomatique. » Mais Macron voyait les choses différemment. Dans une interview surprise accordée à France Info, le président dit « Sébastien Lecornu a fait exactement ce qu'un ministre des Armées doit faire, défendre les intérêts de la France et ses valeurs face aux menaces. Nous ne reculons pas, nous répondons. » C'était un soutien total public sans ambiguïté. Lecornu avait le feu vert présidentiel. Un mois plus tard, le premier convoi de matériel militaire français arriva en Ukraine, canon César, flambant neuf, des milliers d'obus, des drones, des missiles. Les soldats ukrainiens accueillirent les camions avec des drapeaux français. Sur l'un des canons, quelqu'un avait peint au pochoir « Cadeau de Lecornu à Poutine ». Les réseaux sociaux explosèrent avec cette image. Elle devint virale, un symbole de la réponse concrète à l'intimidation. À Paris, dans son bureau du ministère des Armées, Lecornu regardait les images sur son écran. Catherine Vautrin, son ancienne collègue, l'appela. « Tu as fait quelque chose que personne n'osait faire, dit-elle. Tu as appelé le bluff de Poutine. » Ce n'était pas un bluff, Catherine, il était sérieux. Justement, c'est pour cela que ta réponse était si importante. Tu lui as montré que nous sommes aussi sérieux que lui, peut-être plus. Lecornu sourit légèrement. Tu sais, ce qui était drôle. Poutine pensait que me menacer directement me ferait peur. Il ne comprenait pas que je n'ai pas peur de lui. J'ai peur de ce qui se passe si nous ne l'arrêtons pas.
3 mois plus tard, lors d'un sommet d'automne à Bruxelles, un incident révélateur se produisit. Un diplomate russe, lors d'une session à huis clos, aborda Lecornu, tandis qu'il discutait avec des homologues occidentaux. « Votre ministre français est devenu un obstacle aux relations russo-européennes, dit-il. La réponse vint du représentant allemand. « Non, le ministre Lecornu est devenu le modèle de la manière dont l'Europe doit répondre à vos menaces, et nous le suivons tous. » C'était officiel. Lecornu n'était plus seulement le ministre des armées françaises. Il était devenu le symbole de la résistance européenne face à l'intimidation russe. À Moscou, dans les couloirs du Kremlin, on parlait différemment de lui maintenant. Plus de mépris, plus de moquerie sur le jeune ministre inexpérimenté. Maintenant, c'était le respect forcé qu'on accorde à un adversaire qu'on a sous-estimé. Poutine lui-même, lors d'une réunion avec son conseil de sécurité, aurait dit « Selon des sources proches, Lecornu, j'ai fait une erreur avec lui. Il ne joue pas selon les règles habituelles. » Un de ses généraux aurait répondu « Quelle erreur, monsieur le président? Je lui ai donné une raison de devenir un héros. En le menaçant, je l'ai transformé en symbole. Grosse erreur. » 6 mois après l'incident initial, l'Ukraine lançait une contre-offensive majeure dans la région de Kherson. Les canons César français jouèrent un rôle crucial. Leur précision, leur mobilité, leur cadence de tir supérieure donnèrent aux forces ukrainiennes un avantage tactique significatif. Chaque obus tiré portait d'une certaine manière la signature de la réponse de Lecornu. Chaque kilomètre reconquis prouvait que la détermination pouvait vaincre l'intimidation. Les analystes militaires commencèrent à étudier ce qu'ils appelaient l'effet Lecornu, le phénomène par lequel une réponse ferme et immédiate aux menaces russes créait plus d'unité et de détermination occidentale que n'importe quelle diplomatie prudente. À Paris, Lecornu continuait son travail avec la même intensité, mais quelque chose avait changé. Les autres ministres européens de la Défense l'appelaient maintenant régulièrement pour des conseils. Comment gérer les menaces russes? Comment répondre sans escalader dangereusement? Sa réponse était toujours la même, fermement, immédiatement, avec des actes, pas des mots. L'industrie de défense française explosait. Les commandes affluaient pas seulement de l'Ukraine, mais de toute l'Europe. Les pays baltes voulaient des César, la Pologne des missiles Scalp, la Finlande des systèmes de défense aérienne. Tous disaient la même chose. Nous voulons de l'équipement français parce que vous avez prouvé que vous êtes prêts à l'utiliser pour défendre nos valeurs. En septembre 2025, quand Lecornu devint Premier ministre, l'une des premières réactions vint du Kremlin. Peskov, lors de son briefing quotidien, dit simplement « Nous prenons note de cette nomination. Pas de menace, pas de provocation, juste une reconnaissance glaciale. » Poutine avait appris sa leçon. On ne menace pas Sébastien Lecornu. On le respecte de gré ou de force. Dans les académies militaires du monde entier, l'épisode est maintenant étudié comme un cas d'école comment répondre à l'intimidation autoritaire. Les étudiants analysent chaque mot du discours de Lecornu, chaque élément de sa stratégie, chaque conséquence de sa décision. La leçon est claire, face à un tyran, la prudence peut sembler sage, mais c'est souvent la fermeté qui protège vraiment. Poutine avait construit sa stratégie sur un pari simple. L'Occident avait peur d'un conflit direct. Chaque menace ferait reculer les Européens, chaque intimidation diviserait l'OTAN. Cela avait marché en Géorgie, en Crimée, dans le Donbass. Puis vint Lecornu, un homme que Poutine ne connaissait pas, un ministre jeune, sans la prudence paralysante des vieux routiers de la diplomatie. Un homme qui avait étudié l'histoire et en avait tiré une conclusion simple: les tyrans ne respectent qu'une chose, la force de la résolution. Aujourd'hui, quand les historiens écriront sur la guerre d'Ukraine, ils noteront un tournant, le moment où l'Europe est passée de la peur à la détermination, le moment où un ministre français a dit non à Vladimir Poutine et a transformé une menace en catalyseur d'unité. Ce moment, c'était le discours de Lecornu. Ces 6 mots résument tout: chaque menace et plus d'armes. Poutine voulait diviser, il a uni. Il voulait intimider, il a galvanisé. Il voulait affaiblir, il a renforcé. Et tout cela parce qu'il a fait une erreur, il a cru que Sébastien Lecornu avait peur de lui. Il s'est trompé. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des citoyens ordinaires à travers l'Europe commencèrent à envoyer des lettres au ministère des Armées français. Des milliers de messages des Polonais, des Baltes, des Finlandais, même des Allemands. Tous disaient la même chose: merci d'avoir eu le courage de dire ce que nous pensions tous.
Une grand-mère estonienne de 70 ans écrivit « J'ai vécu sous l'occupation soviétique. Pendant des années, je pensais que les Européens de l'Ouest avaient oublié ce que c'était que de vivre sous la menace russe. Le ministre Lecornu m'a prouvé que je me trompais. Ces lettres s'empilaient dans le bureau de Lecornu. Son équipe voulait les archiver, mais il insista pour en lire une dizaine chaque jour. Ces gens comprennent ce qui est en jeu, disait-il. Ils savent que si nous cédons maintenant, nous cédons pour toujours. » Un ancien soldat ukrainien grièvement blessé à Bakhmout envoya une photo. Il était debout à côté d'un canon, son bras en écharpe souriant. Au dos, il avait écrit en français approximatif « Ce canon a sauvé ma brigade. Merci France. Merci Lecornu, vous êtes notre héros. » Mais tout n'était pas que soutien et admiration. Des critiques émergèrent aussi particulièrement dans certains milieux diplomatiques français. « Lecornu est un cow-boy », murmurait un ambassadeur français à la retraite lors d'un dîner mondain à Paris. « Il joue avec le feu. Une guerre avec la Russie serait catastrophique. » Ces critiques trouvèrent un écho dans certains médias. Un éditorial du Monde diplomatique titrait « La dangereuse escalade de Lecornu ». L'article argumentait que la confrontation directe avec Poutine risquait de fermer toutes les portes du dialogue. Lecornu écouta ces critiques avec attention. Lors d'une interview avec France Inter, il répondit directement « On me reproche l'escalade. Mais qui a escaladé ? C'est Poutine qui m'a menacé publiquement. J'ai simplement répondu « Certains voudraient que je me taise, que j'accepte l'intimidation en silence. Mais le silence face au tyran n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. » Ces mots étaient durs, mais ils résonnaient avec une grande partie de l'opinion publique. Les sondages montraient que 68% des Français soutenaient la réponse de Lecornu à Poutine. Dans les coulisses diplomatiques européennes, un changement subtil mais profond s'opérait. Les ministres de la Défense qui avaient autrefois hésité à confronter la Russie commençaient à adopter un langage plus ferme. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius déclara lors d'une conférence à Berlin « L'approche du ministre Lecornu nous a montré qu'il est possible d'être ferme, sans être belliqueux, de se défendre sans provoquer. L'Allemagne doit prendre exemple sur cela. » En Pologne, le ministre de la Défense alla encore plus loin. Lors d'une visite à Varsovie, Lecornu fut accueilli comme un héros national. Des milliers de Polonais se rassemblèrent devant le ministère de la Défense polonais brandissant des drapeaux français et polonais. Certains portaient des pancartes « Lecornu et de Gaulle » et « Merci d'avoir défendu l'Europe ». C'était un moment surréaliste pour le ministre français habitué aux réunions discrètes et aux négociations en coulisses. « Vous avez fait quelque chose que peu de dirigeants ont le courage de faire », lui dit son homologue polonais Mariusz Błaszczak. « Vous avez regardé le diable russe dans les yeux et vous n'avez pas cligné. » Lecornu répondit simplement « La Pologne comprend mieux que quiconque ce que signifie vivre à côté de la Russie. Votre courage inspire le nôtre. » Mais le plus grand test de la stratégie de Lecornu arriva 3 mois après son discours initial. La Russie lança une cyberattaque massive contre les infrastructures françaises, hôpitaux, réseaux électriques, systèmes de transport. Tout fut ciblé simultanément. L'attaque était sophistiquée, coordonnée, et portait clairement la signature des services de renseignement russes. C'était la réponse de Poutine, pas militaire, mais dévastatrice quand même. Dans la salle de crise de l'Élysée Macron-Lecornu, et les chefs des services de sécurité se réunirent d'urgence. « Nous avons contenu 90% de l'attaque », rapporta le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mais certains dégâts ont été causés. Rien de catastrophique, mais significatif. Tous les regards se tournèrent vers Lecornu. Certains attendaient qu'il exprime des regrets, qu'il reconnaisse que sa fermeté avait provoqué cette réponse. Mais le ministre des Armées ne céda pas. « C'est exactement ce que Poutine veut, dit-il calmement. Il veut que nous pensions que c'est ma faute, que si j'avais été plus doux, plus accommodant, il ne nous aurait pas attaqués. Mais c'est un mensonge. » Il se leva marchant vers la grande fenêtre. « Poutine nous aurait attaqués de toute façon, pas parce que j'ai été ferme, mais parce que nous aidons l'Ukraine. Cette cyberattaque aurait eu lieu que je réponde à ces menaces ou non. La seule différence, c'est que maintenant toute l'Europe sait que la Russie est l'agresseur. » Macron acquiesça. Alors, quelle est notre réponse? « Nous triplons nos investissements dans la cyberdéfense, » répondit immédiatement Lecornu. « Nous partageons nos capacités avec tous les pays de l'Union européenne. Nous créons un bouclier cyber européen
Et nous annonçons tout cela publiquement en expliquant exactement pourquoi nous le faisons. La stratégie était claire, transformer chaque attaque russe en justification pour renforcer l'Europe. Poutine ne jouait plus contre un seul ministre, mais contre un système qui apprenait à se défendre de manière systématique. Dans les jours qui suivirent la cyberattaque, plusieurs pays européens rapportèrent avoir subi des tentatives similaires. Mais grâce au partage d'informations coordonnées par la France, presque toutes furent neutralisées. L'attaque de Poutine avait accidentellement créé ce qu'aucune directive européenne n'avait réussi à créer, une véritable coopération en matière de cybersécurité. C'est ironique, dit le Premier ministre estonien lors d'un sommet européen d'urgence. Poutine pensait diviser l'Europe en attaquant la France. Il a réussi à nous unir encore plus. 6 mois après le discours initial de Le Cornu, un événement surprenant se produisit. Un ancien général russe, Andrei Gouroulev, fit défection en Occident. Lors d'une conférence de presse secrète organisée par les services de renseignement français, il révéla des détails fascinants. Quand Poutine a décidé de menacer Le Cornu publiquement, raconta Gouroulev, tous ses conseillers lui ont dit que c'était une erreur. Mais il était convaincu que les Français reculeraient, il disait. Les Français sont mous, ils préfèrent le vin et le fromage à la guerre. Ils ne comprenaient pas qu'un pays peut aimer la paix et être prêt à se battre pour la défendre. Ces révélations firent l'effet d'une bombe. Elles confirmaient ce que beaucoup soupçonnaient. Poutine avait profondément sous-estimé la volonté européenne, et cette sous-estimation était devenue sa faiblesse stratégique. En octobre 2025, lors d'un dîner privé à l'Élysée, Macron et Le Cornu discutèrent de l'avenir. Sébastien, tu sais que ta nomination comme Premier ministre va provoquer une réaction à Moscou? Je sais, mais à ce stade, tout ce que nous faisons provoque une réaction. La question n'est pas d'éviter les réactions russes, c'est de les gérer de manière à renforcer l'Europe plutôt qu'à l'affaiblir. Macron sourit. Tu as changé. Le jeune ministre de 2017 n'aurait jamais parlé comme cela. Le monde a changé. En 2017, nous pensions encore que la Russie pouvait être un partenaire. Maintenant, nous savons que c'est un adversaire. Cette clarté change tout. Quand la nomination de Le Cornu comme Premier ministre fut annoncée le 9 septembre à Washington, le département d'État salua un leader qui a prouvé sa détermination face à l'agression. À Londres, le Premier ministre britannique appela personnellement pour le féliciter. À Kiev, Zelensky tweeta simplement « La France a choisi la force, l'Ukraine applaudit ». Mais à Moscou, le silence fut assourdissant pendant 48 heures. Puis vint la déclaration officielle de Peskov « Nous prenons note ». 3 mots, rien de plus. C'était peut-être la réponse la plus révélatrice. Poutine n'avait plus de menaces à proférer, plus de provocations à lancer. Il avait compris que Sébastien Le Cornu ne se laissait pas intimider. Aujourd'hui, dans les salles de cours des académies militaires de West Point aux États-Unis, de Sandhurst au Royaume-Uni et de Saint-Cyr en France, l'épisode Le Cornu-Poutine est enseigné comme étude de cas, comment répondre à l'intimidation autoritaire, comment transformer une menace en opportunité stratégique, comment maintenir l'unité face à la division. La réponse tient en un principe simple que Le Cornu lui-même formula lors d'une conférence à Sciences Po. Les tyrans testent constamment nos limites. Chaque silence est interprété comme de la faiblesse, chaque hésitation comme une invitation à aller plus loin. La seule langue qu'ils comprennent vraiment est celle de la détermination inébranlable. Ici, un étudiant leva la main. Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous jamais eu peur que votre réponse mène à une escalade incontrôlable? Le Cornu réfléchit un moment avant de répondre. « Bien sûr que j'ai eu peur. Seul un fou n'aurait pas peur. Mais j'avais encore plus peur de ce qui se passerait si nous ne répondions pas. L'histoire nous enseigne que l'apaisement face aux dictateurs ne mène jamais à la paix, seulement à des guerres plus grandes plus tard. » Il marqua une pause. En 1938, Chamberlain est revenu de Munich en proclamant la paix pour notre temps. 1 an plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Pourquoi? Parce que Hitler avait interprété l'apaisement comme de la faiblesse. J'ai étudié cette histoire. J'ai juré de ne jamais la répéter. Dans les archives du Kremlin, selon des sources de renseignement occidentales, un dossier spécial existe maintenant. Son titre, « Le problème Le Cornu ». Il contient des centaines de pages d'analyse sur la manière de neutraliser l'influence du Premier ministre français. Mais chaque stratégie proposée se heurte au même obstacle. Le Cornu ne répond pas aux tactiques habituelles. Il ne peut pas être intimidé.
Il ne peut pas être acheté, il ne peut pas être manipulé. Un analyste russe aurait écrit dans une note confidentielle « Le Cornu représente un nouveau type de dirigeant occidental. Il n'a pas peur du Kremlin et cette absence de peur est contagieuse. D'autres leaders européens commencent à l'imiter. C'est un problème stratégique majeur pour la Fédération de Russie. » Cette analyse était exacte. Entre 2024 et 2025, on observa une transformation progressive mais réelle du discours européen face à la Russie. Les mots « apaisement » et « dialogue » cédaient de la place à « dissuasion » et « fermeté ». Ce changement sémantique reflétait un changement de mentalité et au centre de cette transformation se trouvait l'exemple de Sébastien Lecornu. Le dernier chapitre de cette histoire reste à écrire. Poutine est toujours au pouvoir en Russie. La guerre en Ukraine continue. Les tensions entre l'Occident et Moscou restent élevées. Mais quelque chose d'essentiel a changé. L'Europe n'a plus peur de dire non. Elle n'hésite plus à se défendre. Elle comprend qu'entre la guerre et la paix, il existe un troisième chemin, la dissuasion par la détermination. Lecornu l'a formulé ainsi lors de son premier discours de politique générale comme Premier ministre. La France ne cherche pas la guerre, mais elle ne la craint pas non plus. Nous préférons la paix, mais pas n'importe quelle paix. Pas la paix des cimetières, pas la paix de la soumission, la paix de la liberté. Et cette paix-là mérite qu'on se batte pour elle. Ces mots résonnèrent à travers l'Europe et au-delà. Ils capturaient l'esprit d'une nouvelle ère, une ère où les démocraties européennes redécouvraient quelque chose qu'elles avaient presque oublié, que la liberté a un prix et que ce prix vaut la peine d'être payé. Vladimir Poutine avait voulu faire de Sébastien Lecornu un exemple. Il avait réussi, mais pas de la manière qu'il imaginait. Lecornu était devenu un exemple, certes, mais un exemple de courage, de détermination et de refus de l'intimidation. Un exemple que d'autres suivent, un exemple qui changerait l'équilibre du pouvoir en Europe pour les décennies à venir. Tout cela parce qu'un matin à 4h17, un téléphone crypté avait vibré dans un bureau parisien et parce que l'homme qui avait répondu à cet appel avait décidé de ne pas avoir peur.